Alors, bonjour à tous. Je laisse Marie prendre la parole, déjà se présenter hein, pendant que je règle un peu la technique. D'accord, merci Patrick. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live vidéo dans lequel nous vous proposons aujourd'hui de peut-être aller voir du côté de nos biais cognitifs, c'est-à-dire que la plupart du temps, nos perceptions mentales sont celles que nous sommes en train de construire dans nos pensées. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre que, fonction de ces perceptions, il y a des choses que l'on peut modifier afin de pouvoir aller chercher des potentiels que l'on ne doute même pas avoir au fond de soi. Donc, c'est le sujet du jour. Bienvenue à l'école HNES et avec mes associés qui sont au sein de cette école. Nous sommes tous formateur associé de la HNES. HNES, je vous rappelle qu'il s'agit de la Haute Nouvelle École Suisse d'hypnose, de PNL et de coaching. Voilà, bienvenue. Nous sommes un peu répartis partout en Suisse romande. Et pour aujourd'hui, nous avons un de nos collaborateurs qui s'est excusé, qui ne pourra pas être présent. Et je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que nous avons décidé de mettre en place ces webinaires à thème chaque premier samedi du mois. Donc, je vous donne rendez-vous dès lors à tous les premiers samedis du mois, tout en sachant que nos vidéos sont également mises en replay sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook et d'autres points de rencontre Internet. Il suffit de chercher HNES pour nous trouver. Voilà, bienvenue en tout cas. Bienvenue à toi Diana, bienvenue Merci. également Patrick. Merci pour ton organisation technique à chaque fois, parce que je suis une vraie pioche là-dedans. Mais je suis en train d'apprendre et je tiens à m'améliorer. Alors, Voilà, je vous passe la est-ce que parole. c'est un Vas-y. biais cognitif de ta part ou une validation de biais cognitif de ta part de dire que tu es une vraie pioche? Alors, tu veux que je valide mon biais Non, je cognitif? veux justement, et alors c'est en partie le thème d'aujourd'hui, hein, Tout à fait. ce pouvoir de notre partie inconsciente. Alors, juste avant, je me présente, mais je pense qu'on pourra y revenir dessus, hein, parce que c'est toujours intéressant. Donc, Patrick, associé à l'école HNES, je suis depuis 15 ans dans le développement personnel et aime bien utiliser les outils que j'ai appris, entre autres pour faire marcher des gens sur le feu, et puis, bien sûr, pour transmettre mon savoir, le savoir accumulé. Alors, il ne m'appartient pas, hein, c'est l'avantage du savoir, c'est qu'on peut le partager et que ça coûte rien à personne. Et je me réjouis de partager avec Diana, Marie et vous-même. Donc, si vous voulez participer à la conférence, alors si vous êtes sur Facebook, normalement, il y a un lien dans un événement. Autrement, mettez un commentaire dans le direct. Je vous enverrai un lien du coup pour nous rejoindre, pour pouvoir poser vos questions en direct et aussi sur les différents chats. Je vais essayer de suivre au mieux. Et dans le cas où on ne répondrait pas à une des questions et qu'on la verrait après la conférence, bah, bien sûr, on prendra contact avec vous. Donc, laissez aussi peut-être un moyen de vous contacter. Alors, voilà. Et Diana, on a la chance d'avoir avec nous. Euh, je te laisse te présenter avant qu'on continue. Eh bien, bonjour Diana, je suis nouvellement associée à la HNES. J'ai la chance de pouvoir l'être et de fructifier mon quotidien de technicienne de scène. Donc, c'est des domaines très différents, mais, euh, mais complémentaires. L'hypnose, la PNL, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des sujets qui touchent n'importe quel domaine. Et moi-même, dans mon quotidien, on va dire très technique, on en parlait avant pour faire la conférence, bah, ça m'est très utile pour gérer le stress, etc. etc. Donc, je me suis intéressée assez rapidement finalement à toutes ces notions parce que ce qu'il y a dans la tête, on ne peut pas échapper. Et me voilà à double casquette à essayer de comprendre, à résoudre les problèmes et techniques et internes, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je suis encore toute jeune, toute nouvelle, on apprend.
on apprend et déjà en même temps un grand spécialiste de la PNL. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de partager avec Diana là-dessus. Et donc, je me réjouis de ces partages qui sont là. Comme l'a dit Marie, hein, chaque premier samedi du mois, on va prendre le temps de partager avec vous, avec chacun d'entre vous, nos connaissances, nos idées, dans le but de faire une conférence participative. Alors, je reprends le terme participatif. Alors, pour l'instant, on est juste trois. On a 2 personnes qui nous regardent en direct. Donc, si ces personnes veulent participer, mettez simplement quelque chose sur le chat. Normalement, je devrais le voir, quoi, en commentaire, du coup, sur Facebook, pas sur le chat. Alors, Alors, la part Marie, juste pour rebondir sur ce que je Oui, disais pardon. avant, hein, donc Oui. le fait de ne pas être bonne techniquement, ou en tout cas je ne sais plus comment tu l'as exprimé, est-ce que c'est un biais cognitif J'ai ou est-ce que parlé de c'est pioche. un préjugé sur toi-même? Non, l'idée d'être une pioche, finalement, c'est quelque chose que j'ai construit évidemment mentalement. Et puis, piocher dans mes ressources pour quand même me dépasser à ce niveau-là. Alors, la plupart du temps, ça prouve aussi qu'on peut libérer effectivement son potentiel, hein. Et nos biais cognitifs, de quoi s'agit-il? Bien, c'est cette partie parfois qui nous sabote un peu quand même dans ce que l'on peut se dire à propos de soi ou à propos des autres, à propos du monde. C'est toutes les constructions mentales, hein, qui viennent évidemment de nos apprentissages, qui viennent même de notre petite enfance, hein. Et puis nos réactions, de nos émotions également, qu'on a construites sur des perceptions. Parce que l'on sait, la plupart du temps, raconter une histoire lorsqu'on a appris quelque chose. Et cette histoire que l'on se raconte, on va l'enrichir de nouvelles expériences. Je vais peut-être vous donner un exemple très simple pour dire combien on peut être impacté dès l'enfance dans nos comportements, voire même créer des stéréotypes dont on ne doute pas avoir eu autant d'origine, d'impact et de déclencheurs pour en arriver là. Je vais vous raconter l'histoire de jumeaux. Une étude avait été faite aux États-Unis dans les années 70 où on a regardé comment les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire nés du même œuf, allaient évoluer dans la vie et dans le monde. Et qu'est-ce qui pouvait impacter en fait des jumeaux élevés de la même manière, avec à l'époque souvent beaucoup de mimétisme, même parfois chez les jumeaux, un langage commun qui fait que leur langage avec la famille, les parents étaient retardés par rapport à d'autres enfants. Mais pour autant, dans l'histoire que je vais vous raconter, parce que c'est un cas de cette étude qui nous amène à mieux comprendre ce qui se passe en nous. Ces jumeaux, 2 petits garçons de 4 ans et demi, arrivent à table en courant parce que maman les a appelés à table. Et leur mère leur dit, avez-vous lavé vos mains? Non, allez laver vos mains. Donc, ils vont au lavabo, mais en revenant à table, un des jumeaux dit, mais maman, pourquoi on doit toujours se laver les mains? Mais je vous ai dit de vous laver les mains avant de manger parce qu'il est important de ne pas venir avec tout ce que vous avez touché parce que sur vos doigts, il y a ce qu'on appelle des petites bactéries. Mais toucher quoi, maman? Toucher des poignées de porte, toucher les robinets au magasin quand on est allé se laver les mains, toucher vos chaussures, toucher le sable, toucher les barrières. Mais enfin, vous mettez vos doigts partout. Et l'autre dit, mais c'est quoi? Tu as dit des bactéries? Des bactéries? Oui, des bactéries, c'est un peu comme des minuscules, toutes petites bêtes que tu ne peux pas voir avec tes yeux, mais qu'on peut voir avec un appareil spécial qui s'appelle un microscope. Et en fait, ces bactéries, elles se déposent sur tes mains. Et quand tu viens manger à table, tu vas porter tes mains à ta bouche, ton bout de pain, souvent tu pousses dans ta cuillère, dans ta fourchette. Et donc, ces bactéries, elles peuvent rentrer dans ta nourriture, rentrer dans ta bouche et te rendre malade. C'est pour ça qu'on se lave les mains avant de manger. Réponse basique pour des parents lambda. On fait tout ça, on répond à nos enfants, pensant avoir fait une très bonne explication. Sauf que depuis ce jour-là,
un des jumeaux va toujours se laver les mains spontanément, même plusieurs fois par jour. Et puis, il se regarde les mains, il y a des bactéries. En plus, maman a dit qu'il fallait se brosser les ongles parce elles vont se mettre sous les ongles. Ben, c'est dégoûtant, j'ai des bêtes sur les mains. Et l'autre, il s'en fiche complètement tous les jours, pendant encore des mois, voire des années. Maman répète, as-tu lavé tes mains? On retrouve ces jumeaux 20 ans plus tard, parce que l'étude a duré jusque dans les années 90. Et là, on peut observer, alors c'est peut-être un raccourci, me direz-vous, ou un hasard, mais l'un des jumeaux est jardinier et l'autre biologiste. Devinez lequel. Les biais cognitifs, c'est en fait la manière dont on a installé nos informations, dont on s'est construit un schéma avec une histoire parallèle qui va faire que certaines choses vont nous impacter. Le jardinier paysagiste, il est clair qu'il n'a pas été impacté par le lavage des mains. L'autre, absolument. Et ça a probablement donné une direction dans son désir de mieux comprendre ce qu'était la biologie, ce qu'étaient les bactéries, etc. On voit qu'à partir de ce moment-là aussi, dans les directions d'intérêt, effectivement, il y en a un qui sera tout de suite très intéressé par tous les découpages, les travaux manuels, les collages, les bricolages. Et plus il y a de matériaux, plus il est intéressé, alors que l'autre est très maladroit dans ce domaine-là, mais beaucoup plus dans le dessin précis. À 7 ans, déjà, on peut voir des différences. C'est donc les biais cognitifs de ces deux enfants que je vous donne en exemple pour mieux comprendre comment nous sommes chacun d'entre nous construits de façon absolument unique. Et c'est une des recherches qu'on fait aussi en PNL qui a été faite pour pouvoir mettre la PNL au point, c'est de dire on a tous un cerveau unique dans la manière dont on a les perceptions, mais on a tous le même cerveau au niveau des fonctionnements cérébraux. Simplement, ces fonctionnements, on les a créés avec comme des autoroutes mentales pour aller au plus vite dans nos mémoires. Et nos mémoires vont nous restituer parfois certaines réponses quand on est adulte qui ne seront pas toujours adéquates. Diana, tu parlais de la gestion du stress. Et c'est un des exercices qu'on fait quand on apprend la PNL. Comment comprendre, comment fonctionner, comment se créer des ancrages positifs dans notre esprit plutôt que les ancrages négatifs. Comment aller vers des formes de pensée pour libérer notre potentiel. Voilà, j'ai terminé mon raccourci de présentation sur les biais cognitifs. Et quand moi, je vais piocher dans mes incapacités techniques, c'est qu'effectivement, j'aime mieux parler, faire de la recherche, et je suis plus littéraire que technique. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans l'incapacité absolue non plus, parce qu'on s'améliore tous, tout le temps, chaque jour, par notre simple curiosité. Voilà. Merci beaucoup pour ce résumé, hein, c'est extrêmement intéressant. Et donc, si on prend l'exemple de ces jumeaux, c'est-à-dire qu'ils ont construit dans leur vie certains biais dans lesquels, pour finir, ils sont pris? Oui. En 2 mots. Ils sont pris, on pourrait dire qu'ils les ont enrichis par curiosité, justement. Ce n'est pas forcément un emprisonnement. L'idée d'être pris dedans m'amène à penser, est-ce qu'on est emprisonné dans nos propres pensées par nos propres perceptions? Certes, un peu, mais c'est le fonctionnement humain. Et ce n'est pas forcément un emprisonnement. Après, il y a toutes les prises de conscience qui font qu'on rectifie le tir. On ne peut pas rester dans un enfermement absolu. Donc, libérer ses potentiels, comme je vous le disais, c'est le faire au quotidien. C'est influencer ce qu'on a construit au niveau de nos mémoires inconscientes, on pourrait dire, pour pouvoir modifier une perception. Et souvent, c'est « je suis curieux de telle et telle chose, comment ça marche? Ah, je croyais que ça marchait comme ça. Ah non ». Ou alors, on pourrait parler aussi de l'interprétation des mots. Quand on est enfant, on comprend certaines phrases que disent les adultes d'une certaine manière, ou on comprend certaines lectures qu'on a pu faire d'une certaine manière. Bon, c'est enfant ou adulte, hein, j'ai envie de dire. Oui, oui. Et 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, on relit quelque chose et on se dit « Ah mais non, ça ne voulait pas du tout dire ça. Ce mot-là, il a une autre signification. » Et ça nous arrive à tous.
ça veut dire qu'on va sans cesse utiliser notre mémoire, hein, nos biais cognitifs pour pouvoir installer des nouvelles connaissances qui vont renforcer parfois certaines croyances ou qui vont les abolir si elles sont limitantes. Et là, peut-être je te laisse la parole sur les croyances parce que c'est une des grandes spécialités de Patrick que de travailler sur les croyances. Et d'ailleurs, il propose lui aussi des séminaires dans ce domaine précis et sur le potentiel de que sont nos croyances aidantes, que sont nos croyances limitantes. La plupart du temps, elles sont aidantes, mais parfois, on en a qui nous limitent et ça vient du même endroit. Je m'excuse, est-ce qu'il serait peut-être utile de rajouter une petite base pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine? Avec grand plaisir. Oui, Biais vas-y, Diana. cognitifs. Ben, je me dis, déjà, il y a une notion de filtre, on parle de biais, donc il y a une sorte de configuration interne, il y a une sorte de cryptage interne de l'information pour qu'elle nous corresponde, pour qu'elle elle soit comprise par justement, on va dire, les facteurs, les stimulus qui nous parlent. Mais l'information, elle est neutre finalement. Donc, notre cerveau, il fait quoi? Il n'invente pas forcément des nouvelles informations, il restaure ce qu'il a déjà connu en le remâchant, en le transformant. Et c'est une base finalement sur laquelle il est intéressant de s'appuyer parce qu'on ne crée rien de nouveau. On s'appuie sur quelque chose du passé pour le transformer d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois qu'on évoque une émotion, un souvenir, etc., c'est une superbe opportunité de faire les choses différemment si on a déjà une difficulté par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, je suis en colère quand il manque du sucre dans mon café. Au bout d'un moment, être capable finalement de me dire c'est possible de faire différemment. Donc, c'est pas fatal finalement ces biais cognitifs. On a beau en avoir conscience, c'est déjà l'opportunité de faire différemment. À savoir qu'est-ce qu'on veut faire différemment, dans quel but on veut faire différemment. Quand je parle des bases, je me disais surtout les filtres. Est-ce qu'on a abordé la dernière fois, peut-être c'est pas les mêmes participants, non, on a plusieurs filtres. Dans les filtres, par exemple, on a les métamodèles et on a les filtres de perception. C'est-à-dire que rien qu'au moment où une personne nous parle de quelque chose, il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on perd, ne serait-ce que de sa pensée originale, parce que la pensée originale va être caricaturée, si je peux me permettre, cryptée par le vocabulaire propre à la personne, par son émotion propre du moment, etc., etc. Donc finalement, le 100% d'une information n'est jamais notre 100% à nous. Et rien que d'un point de vue, on a les filtres physiologiques, par exemple. Donc, le fait que j'ai une ouïe moins bonne, par exemple, que telle et telle personne va déjà influencer sur la capacité de recevoir une information. Après, on a les filtres culturels. Est-ce que j'ai été éduquée, élevée comme ci ou comme ça, qui me permet d'appréhender cette information d'une manière ou d'une autre? Et après, bien sûr, on a les filtres individuels. Tout cela, il refiltre encore derrière. On a des omissions qui nous permettent de trier l'information. Notre but, finalement, c'est quoi? À notre cerveau, c'est de préserver un maximum d'énergie pour pouvoir faire les choses efficaces et, par-dessus tout, survivre. Et pour cela, il fait quoi? Il doit trier de l'information. On ne peut pas être attentif aux 100% des éléments qui nous entourent constamment. Donc, c'est une bonne chose de savoir les trier. C'est une bonne chose de savoir, il n'y a pas de négatif ou de positif uniquement. Mais après les omissions, on a aussi les généralisations. Et c'est les généralisations qui font qu'on peut avoir justement certains préjugés, certains stéréotypes. La généralisation, elle est bien aussi parce qu'elle nous permet de compacter l'information, de faire, on va dire, une sorte de simplification, de regrouper des informations ensemble. Et à la fin, on a encore un dernier filtre, et après je laisse la parole à mes collègues, c'est celui de la distorsion. La distorsion, et c'est justement celle-ci qui va pouvoir nous indiquer les croyances limitantes ou permissives quelque part avec généralisation, pardon, c'est toi quand même, pour articuler aussi longtemps. Les distorsions, elles permettent de faire quand même des liens. C'est proche de généralisation, mais c'est vraiment des déformations de X amène à Y, ça égale à ça, et du coup, finalement, le lien entre les deux n'est pas vérifié, n'est pas forcément véridique. C'est une simplification. Notre cerveau déteste ne pas comprendre, ne pas savoir. Donc, quand il n'a pas l'information, comme Marie disait au tout début, il va l'inventer. Il va se référer à ce qu'il sait pour pouvoir combler les vides. Là, c'est insupportable pour nous de ne pas savoir où on va, de ne pas prévoir un minimum. Donc, être conscient du fait qu'on rajoute notre propre filtre avec nos propres lunettes, c'est quand même déjà
essentiel pour déjà dédiaboliser finalement le fait qu'on a des biais cognitifs, et c'est normal. Mhm. Et merci beaucoup, Diana, superbe. Hein, Merci, c'est des très beaux exemples. J'aime beaucoup une chose, je pense, qui est importante et que tu as dit, c'est que nos cerveaux cherchent à économiser l'énergie. Tout à fait. Hein, donc, à trouver toujours le chemin le plus court ou le plus facile par rapport à une situation. Et Et le c'est plus pas, etc. efficace. Et le plus efficace. Et parfois, c'est pas celui qui nous fait le plus plaisir et on le subit un peu. Hein. Alors, exactement. Et donc, on arrive alors, tu en as parlé, un des biais qui est assez connu, c'est le biais de croyance, hein, si on parle de croyance. Et ça, c'est quand on a une croyance, on vient de nous exposer quelque chose qui va peut-être remettre en question ce qu'on croit. Et par facilité, notre cerveau va même pas écouter, ou en tout cas va pas tenir compte de la logique peut-être derrière les choses. Hein, parce que je crois certaines choses, mais même la logique pourrait me montrer le contraire. Et si je ne suis pas ouvert, je vais avoir ce biais de croyance. Hein. Et en fait, on est dans cette question d'ouverture, de remise en question de soi-même, de se dire, mais est-ce que j'ai envie d'évoluer? Hein, est-ce que j'ai envie de progresser? Est-ce que j'ai envie de me transformer? Ou est-ce que j'ai envie de vivre toujours les mêmes choses en continuant de faire ce que j'ai, donc d'avoir peut-être des problèmes dans un domaine. Alors bien sûr, on peut avoir une croyance très positive sur soi-même, hein, qui va nous amener aussi à des résultats intéressants. Donc c'est extrêmement intéressant cette partie-là. Il y a une autre chose aussi du fait de cette recherche de facilité, on va dire, du cerveau. Hein, alors qui est très connu, c'est le biais de confirmation. Hein, donc, on va confirmer ou on va voir que les choses qui confirment ce qu'on croit être juste. Hein. Donc, on va chose qui renforcer en fait. remettrait en cause ce qu'on croit ne va soit pas être vu, soit très vite discrédité à travers des excuses qu'on pourrait se faire. Hein. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et néanmoins, c'est quand même un super outil. Je ne pourrais plus vous sortir exactement les sources, mais il y a une étude, voilà, comme on aime le formuler, qui dit qu'il y a un vrai, comment dire, on émet énormément de dopamine et de sérotonine au moment où on se donne raison. Donc, le fait de se donner raison et de croire et de voir qu'on a eu raison, ça produit beaucoup de plaisir dans notre cerveau. Donc, quelque part, ça peut être aussi un outil. Souvent, on se dit, ah, ce soir, je vais faire ci, je vais faire ça, puis en fait, on ne le fait pas. C'est bête, on a loupé de ça, de se faire auto-plaisir, même si ça demande de dépasser certaines limites. Mais c'est pour dire, ça peut être aussi efficace quelque part. De comment est-ce qu'on l'utilise, mais en avoir conscience, en effet, qu'on a ces biais. Pour les plus connus aussi, on a les effets halo. Oui. Mm-hmm. Le fait de se calquer finalement sur le visuel de la personne, le fait qu'une personne plus belle qu'une autre va attirer une sorte de confiance supérieure à une autre. Il y a l'effet Barnum qui est beaucoup utilisé dans l'astrologie, etc. C'est la capacité de s'identifier à une définition assez généraliste finalement. Et ça prouve justement cette volonté voilà, de s'identifier, de se donner raison et de se coller à quelque chose finalement, correspondre à quelque chose, surtout ne pas rester dans un néant, dans un vide, on va dire. Mm-hmm. Alors, c'est des biais extrêmement intéressants. Hein, et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse bien sûr faire des recherches hein, sur l'effet Barnum ou l'effet de halo. C'est des biais hyper connus. Moi, la question que je me pose, hein, et je crois qu'il y avait déjà une piste de réponse dans ce que tu as partagé avant ou ce que Marie a partagé avant, c'est si je connais, je connais l'existence de ces biais, hein, donc de la force que ces croyances ont sur moi ou de ce qui se passe dans mon cerveau, comment je peux faire pour ne pas les subir, en guillemets. Alors, j'irais donner une vision à propos de ça, c'est que tous ces biais nous restituent en fait, et tous ces filtres nous restituent de qui on est de manière assez inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réflexion de
quand on est dans une conversation, dans une communication, pourquoi j'ai dit ça, qu'est-ce que je vais dire, etc. Il y a beaucoup de choses qui sortent très spontanément et ça vient d'une part inconsciente, qui sont ces mémoires qui ont installé par nos filtres beaucoup d'informations qui vont restituer notre part de personnalité. Quand on commence à se dire ou à entendre dire, parce que tu parlais tout à l'heure, Diana, du regard de l'autre, en fait, de l'effet miroir que les autres ont sur nous, les autres ont un impact dans nos vies. Et moi, je le remarque au cabinet, la plupart du temps, les gens disent, on ne fait pas ça, je ne me sens pas à l'aise, mais en fonction de qui, de quoi, la plupart du temps, c'est de l'environnement, du regard des autres. Et c'est quelque chose là aussi qui fait partie de notre culture, de nos apprentissages, de nos expériences de vie. On continue à donc fournir tout ce qu'on croit être juste de nous-mêmes sans forcément y penser. Là où on peut modifier quelque chose, c'est à la prise de conscience. Pourquoi est-ce que je répète toujours tel comportement? Pourquoi est-ce que dans mes relations, je tombe toujours sur le même genre de personne où je ne sais pas m'exprimer et du coup, j'ai des retours négatifs? Pourquoi je me sens mal? Parce que je pense qu'on parle derrière mon dos alors que c'est juste une construction mentale et c'est encore une perception. Mais là, c'est une prise de conscience tout à coup. Pourquoi? Quand on commence à se dire pourquoi, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne piste, c'est-à-dire qu'on a la possibilité dans la réflexion d'avoir une ouverture pour nous apporter quelque chose de plus et pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces parties de nous, comment fonctionnent nos filtres et qu'est-ce qu'on pourrait modifier ou faire bouger sans changer notre personnalité ni nos valeurs. C'est pas ça qui est remis en question. Mais au quotidien, on a plutôt un profil qui est, par exemple, j'entendais quelqu'un l'autre jour me dire, moi, je suis dans le contrôle. Si je lâche prise, il va arriver le pire à mes enfants, la neige va tomber du toit, ils vont la recevoir sur la tête, il y a des glaçons, il y en a un qui va mourir. À ce point-là, on peut se construire quelque chose qui est extrêmement impactant dans nos vies. Alors, je parle d'une extrême, ça peut être sur des choses plus banales. Et en même temps, ce profil de contrôleur fait souvent taire des pensées intérieures rationnelles, qui pourraient être rationnelles. Mais elles peuvent le devenir dans la mesure où on dit, il faut que je change ça. Il faut que je prenne conscience de comment je peux faire. Pourquoi et comment sont déjà les deux pistes d'ouverture qui vont permettre de modifier l'information qu'on peut mettre par nos biais cognitifs et donc nous apporter de nouvelles réactions, de nouvelles manières de se comporter. Et puis, on va aller chercher quoi en modifiant, en se posant ces questions. Quoi, pourquoi, ben, c'est comment, c'est qu'est-ce que je vais aller chercher, le quoi, pour pouvoir avoir du potentiel, avoir de la ressource pour pouvoir changer ce que je veux changer. Et ça, on l'a tous en nous, mais on ne le sait pas toujours. On a Justement, comme on ne le sait pas, comme la plupart des gens, et même encore maintenant, moi j'ai l'impression de connaître plein de choses, puis en même temps, il y a plein de moments où je n'arrive pas à dépasser ce que j'aurais envie de dépasser. Est-ce que à travers... Alors, en fait, une des clés, tu l'as dit, hein, il me semble, c'est cette prise de conscience. C'est la première chose. Hein, Diana l'a aussi dit. Des moments où on a pris conscience, on peut faire quelque chose. Si je ne fais pas quelque chose que j'avais envie de faire ce soir pour avoir ce shot de plaisir, entre guillemets, que je pourrais me donner, hein, et j'aime bien l'expression, malgré que je sais que je pourrais avoir du plaisir, en tout cas mon cerveau le sait, je ne le fais pas pour certaines raisons. Donc j'ai conscience pourtant, et je n'arrive pas à avancer. Donc là, est-ce qu'il y a des outils, des recherches qui pourraient m'aider ou d'autres choses? Oui, en PNL, on a pas mal d'outils à proposer pour pouvoir justement aller chercher pourquoi je ne le fais pas. Je sais quand moi, je cherche quelque chose, pourquoi je ne le fais pas ou je ne sais pas comment faire ça. Et le comment, ben, on va effectivement, avec des outils de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose aussi, qui est souvent un très, très bon moyen parce qu'on va, je dirais qu'on va en direct prendre le vol direct sans s'arrêter nulle part pour aller chercher le comment je vais faire.
Si on veut le faire en conscience, parce qu'il y a aussi une part de conscience, bien entendu, et pas seulement travailler avec sa part inconsciente, c'est aller utiliser ces outils que propose la programmation neurolinguistique, soit pour aller créer une nouvelle réalité, soit pour aller effacer quelque chose qui nous impacterait trop et qui nous empêcherait d'aller trouver ce plaisir dont tu parlais, alors que tu sais que tu aimerais bien l'avoir. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Chercher un plaisir à pouvoir être en société, à sortir, à m'amuser. Mais quelque chose en moi me dit, je ne peux pas sortir, je ne suis pas assez bien coiffée, je ne suis pas assez bien habillée, je ne suis pas à l'aise en société, donc je vais m'empêcher de faire tout ça. La PNL va nous permettre de retrouver de la confiance en soi parce qu'on n'est pas que ça, on n'est pas que ce que l'on se dit par rapport à un élément. Je sais que je pourrais avoir du plaisir à sortir avec des amis. J'ai un autre exemple d'un patient qui vient me voir et qui me dit j'ai des problèmes de sudation extrême en société. Et particulièrement quand je sors avec des amis, quand je dois prendre la parole dans une réunion au travail, je suis trempée. Et je fais ça depuis que j'ai 14-15 ans. C'est un homme qui se questionne sur pourquoi ça y arrive, parce que c'est quelqu'un qui a un bon poste de travail, qui a fait des études et qui ne comprend pas, qui ne puisse pas maîtriser cette partie de lui, ce corps, qui part à la déroute, on pourrait dire. Pour lui, c'est catastrophique. Et ça le met tellement mal à l'aise. Il me donne un exemple, une soirée avec des amis dans un restaurant, ils sont une dizaine, il connaît tout le monde. Un de ses copains a une nouvelle compagne et puis il la connaît un peu moins bien que les autres. Et il se trouve qu'il arrive en avance au restaurant et qu'il n'y a que cette fille qui est là. Donc, il lui demande où il doit s'asseoir déjà et il commence à transpirer. Et il sent qu'il transpire. Donc, déjà, il a appréhendé la situation parce qu'il a mis, avant même de partir au restaurant, des vêtements adéquats pour que ça ne se voit pas. Donc, il a préparé son cerveau quelque part à son handicap, qui n'en est en réalité pas un, puisqu'il a la capacité de ne pas du tout transpirer dans d'autres situations. Il se sent très, très mal, il ne sait pas quoi dire à cette fille, et ça empire, évidemment, puisqu'il ne se tourne plus que dans sa peur de trop transpirer, et il ne se tourne plus dans la relation à l'autre. Quand les autres arrivent, il va au lavabo, il prend un peu de frais et ça passe. Mais voilà un exemple qui nous dit comment on peut se focaliser sur une problématique qui est créée par, évidemment, des apprentissages. Il y a une histoire derrière ça, je ne vais pas vous en parler, on entrerait trop dans l'intimité de cette personne, mais à partir de cette histoire, avec la PNL, on va pouvoir savoir quels outils on va pouvoir lui proposer pour retrouver qui se retrouve droit dans ses bottes comme il l'est dans les autres circonstances de vie et qu'il ne mette plus en avant cette problématique-là. Et le corps, bien souvent, alors on parlait des filtres, mais notre corps, il est impacté par tout ce que l'on pense, puisque dans notre cerveau, notre hypothalamus va diffuser des hormones, des endorphines ou du cortisol. Le cortisol étant une hormone de stress, plus on va diffuser du cortisol, c'est-à-dire se créer une situation de stress par une croyance limitante, plus on va s'enfermer là-dedans et plus le corps va réagir et le cerveau va se vider de sa capacité. Peut-être avez-vous vécu ça devant une feuille blanche, devant un travail écrit à l'école ou bien un examen à faire. Le stress, parfois, peut emporter notre ratio à la mémoire et à nos connaissances pendant un temps parce qu'on a libéré trop de cortisol et que nos endorphines, notre dopamine et même notre ocytocine ne sont plus assez stimulés pour pouvoir remettre nos idées en place. Donc voilà
un exemple d'outil qu'on peut utiliser en PNL et qu'on enseigne, mais qu'à la fois on utilise dans nos accompagnements. Alors, je ne vais peut-être pas développer quels outils, puisque là, ça demande un peu de technicité et puis de compréhension. On a la capacité de mettre à distance quelque chose comme on irait le poser sur une étagère, sachant que ça a fait partie de ma vie, mais à partir de maintenant, quelque chose peut changer. Et on a des outils pour ça. Mais ça demande une prise de conscience, bien entendu. Merci Marie. C'est intéressant. Donc, et moi, une des choses qui m'a bluffé quand quand j'ai pris connaissance des outils de la PNL au tout début, il y a une quinzaine d'années, c'était la facilité de les utiliser sur soi-même. Et surtout, je me rappellerai toujours, c'est que 2 jours après qu'on m'ait partagé un outil, je l'ai utilisé avec un enfant qui pleurait et grâce à un outil simple, je l'ai permis d'arrêter de pleurer. Donc, je me suis rendu compte que quand on a les bons outils, qu'on a pris conscience, alors Oui. des fois quand c'est sur nous-mêmes, on a un peu plus de difficulté à prendre conscience, mais on peut voir sur les autres. Avec des bons outils, on peut vraiment les aider à améliorer, à transformer quelque chose. Et ça, je trouvais vraiment fantastique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de mettre là-dedans à l'époque. Maintenant, tu as parlé de l'école, hein. Diana donne des cours aussi à l'école en PNL, donc elle partage ce genre d'outils. Et si quelqu'un est intéressé par l'école, c'est quoi le prochain cursus qui est disponible? Alors, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est à partir du mois de mars, les approches de l'hypnose. Et il y aura 10 jours de formation sur des week-ends entre mars et mai, avec un test de compréhension au mois de juin, où nous allons pouvoir apprendre l'hypnose. Derrière l'hypnose, nous avons les bases d'outils de PNL. L'hypnose ne D'accord. peut pas Donc, se faire sans les bases d'outils de PNL. Mais si on mhm. parle de la PNL, notre cursus PNL démarre au mois de septembre chaque année. Et c'est un cursus qui va inclure souvent l'hypnose. On a proposé aussi de séparer, en fait, pouvoir faire le choix de commencer par l'hypnose et de continuer par la PNL, ou de ne faire que l'hypnose maintenant et de s'intéresser aussi peut-être à d'autres outils par la suite. La PNL en elle-même va démarrer au mois de septembre, début septembre. Et là aussi, c'est à raison d'un week-end de 2 ou 3 jours par mois. Et c'est une année, c'est durant toute l'année scolaire, on pourra dire, hein, une année académique. Hein. En même temps, on peut séparer les niveaux. Il y a 3 niveaux à la PNL. Il y a le technicien. C'est une base qui comprend beaucoup la communication, les fonctions de la communication interne avec soi-même et externe, c'est-à-dire avec les autres. Comment peut-on améliorer notre communication à soi-même et aux autres. Et on voit là déjà que on parle de nos biais cognitifs justement, et aller chercher nos potentiels, c'est la communication à soi-même. Mais comprendre comment on fonctionne nous donne des raccourcis extrêmement intéressants. Et moi aussi, dès le départ, quand j'ai commencé à toucher à la PNL, c'est Obélix qui tombe dans la soupe. On ne peut pas en sortir. On va vivre avec ça toute notre vie et on en aura l'usage tout le temps dans notre quotidien. Et au quotidien, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Dès qu'on est en relation avec les autres ou en relation avec soi-même, on va pouvoir utiliser ces outils. Alors, le développement ensuite des outils, c'est le praticien en PNL. Donc, là, dans cette partie-là, on va apprendre énormément de techniques. On va pratiquer aussi à l'école. Non seulement on les apprend, il y a des démonstrations, mais en plus on les intègre, c'est-à-dire que dans l'école, on va avoir l'occasion de les entraîner. Et puis nos étudiants ont pour devoir aussi de les entraîner après les cours pour pouvoir vraiment apprendre à les maîtriser. Et puis, pour terminer, il y a le master Pratt, qui va être à la fois toute la modélisation des stratégies de succès et puis l'abord à l'hypnose et l'utilisation de l'hypnose pour compléter notre travail et nos techniques
qui peuvent être pour la plupart utilisés avec l'hypnose ou sous hypnose. Mhm. Et dans l'hypnose, nous avons plusieurs formes d'hypnose proposées, hypnose à la fois ericksonienne, qui sont nos bases, mais également l'hypnose humaniste, l'hypnose conversationnelle, l'hypnose hellmanienne, l'hypnose rapide, qu'on appelle parfois l'hypnose de rue. Donc, c'est assez ludique d'ailleurs. Et Grégory, qui n'est pas présent aujourd'hui, est notre enseignant en hypnose à la HMS. Mhm. Alors, moi, j'ai une question pour Diana. Toi, quand tu as découvert la PNL, comment ça t'a aidé? Euh, Ça m'a aidé à faire un peu, comment dire, du propre dans la pensée parce que les choses sont souvent en lien avec l'une et l'autre, etc. Et on se sent confus, l'émotionnel prend le dessus. Et du coup, c'est difficile de faire le tri. Pour moi, la PNL, c'est vraiment, on va dire, le stade supérieur. Voilà, on a appris l'alphabet, on a appris des mots, on a appris à les utiliser, mais pas à les mettre ensemble dans un but précis. Pour moi, la PNL, c'est ça, c'est savoir justement utiliser le verbe, les mots, etc., dont notre avantage. Et quand j'ai découvert la PNL, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ça à l'école? On commence, la parole, c'est quand même un des premiers sens qu'on essaie de développer avec le reste. Et pourtant, on n'arrive pas à communiquer les uns avec les autres. C'est dingue. Donc la PNL pour moi a été vraiment c'est comme si on mettait enfin des mots sur des pensées, des ressentis assez logiques finalement. Donc pour moi c'est largement accessible à chacun et c'est surtout d'une extrême, j'ai envie de dire sans trop abuser, utilité, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle, c'est quoi le problème, c'est quoi ce que je veux, ne serait-ce que ces deux questions et les réponses qui vont avec permettent de déjà beaucoup avancer sur une situation. Et voilà, il y a une phrase qui dit d'un certain Jean-Marc Jancovici qu'on ne peut pas correctement traiter un problème tant qu'on n'est pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas correctement capable de le décrire, ce qu'on croit être une solution est en fait tiré au hasard. Et quand on tire au hasard, la probabilité d'atteindre la cible, elle est quand même très faible. Donc, phrase plus ou moins connue, mais en tout cas qui me parle beaucoup parce que c'est pour moi la magie de la PNL, justement, c'est de pouvoir faire un peu du propre en une séance avec une seule méthode. C'est comme si on a pris un peu de large, on voit la situation de loin en se disant, OK, j'ai commencé là, A, B, C, D, E, F, G, OK, on va arriver là. Qu'est-ce qui se passe entre deux? Et du coup, le problème devient beaucoup plus gérable, en fait. C'est même plus un problème, ça devient presque un exercice d'amélioration de soi. Et ça, c'est génial. Ah, j'aime beaucoup, hein, c'est plus un problème, ça devient un exercice d'amélioration de soi. Je vais noter la phrase, ça, je trouve très très beau. Et c'est en effet ça, hein, j'ai beaucoup aimé les analogies que tu as prises entre la phrase, les mots, cette prise de distance, hein. Et avec cette prise de distance, si on revient au biais cognitif, ça nous permet de nous rendre compte qu'on a certains biais. Euh, et des moments où je me rends compte, cette prise de conscience va pouvoir me dire, OK, jusque-là, je pensais que le monde fonctionnait comme ça. Peut-être, un peu obligatoirement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire, hein. Et ça, j'aime, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je pense que la remise en question, hein, de ce qu'on sait, en général, comme en particulier, c'est la base de la connaissance. Hein, on vit dans un monde en plus qui est de plus en plus polarisé. Donc, on voit qu'il y a des gens qui croient certaines choses et il y a d'autres gens qui croient juste l'inverse. Hein, et les deux ont raison dans un certain sens. C'est leur croyance à chacun. Après, il y a des jugements de valeur peut-être qu'on va avoir. Mais les gens qui croient certaines choses vont avoir, entre autres, un de ces biais qui est le biais de confirmation qui va confirmer que le monde fonctionne en effet comme ça. Parce que leur cerveau, comme tu le disais Diana tout à l'heure, hein, va chercher le chemin le moins énergivore. Et puis, il y a l'autre qui croit totalement l'inverse. Et puis, il va aussi trouver les éléments qui valident ça. Donc, dès le moment où ces gens parlent ensemble, s'ils n'ont pas les bons outils, et on revient à des outils de communication, entre autres, s'ils n'ont pas les bons outils, c'est le clash. Hein. Au lieu d'être comme ça, c'est plutôt comme ça. Hein.
Et ça arrive au quotidien. Moi, j'ai un bel exemple d'une conversation tout à fait banale avec un ami où on parlait de l'ennui, en fait. Et on a perdu un temps phénoménal avant de comprendre que bah, pour lui, l'ennui, il était caractérisé par un sentiment d'hyperactivité dont on ne sait pas quoi faire. Et pour moi, l'ennui, c'était au contraire un état de passivité où on s'ennuie, on est un peu comme dans un marais, on n'a pas envie de sortir, etc. C'est un détail. C'est un détail, mais ça change beaucoup le fil de la conversation, puis là où on veut en venir. Et c'est vrai que bah, le fait de faire un peu de PNL, d'avoir des bases de quoi est-ce qu'on parle, comment est-ce que tu le ressens, ça permet d'éliminer justement ces marges d'interprétation qui peuvent être énormes dans une conversation parce que on n'arrive pas toujours au point où on partage finalement comment est-ce qu'on définit les mots, comment est-ce qu'on les voit. Et on a beau avoir même, par exemple pour les valeurs qui déterminent finalement bah, nos actes, nos croyances, etc. On a beau avoir même des valeurs qui sont similaires, la manière dont on arrive à satisfaire ces valeurs peut être très différente. Par exemple, dans un couple, on peut avoir les deux une valeur de confiance, c'est super. Mais la valeur de confiance, elle est assouvie comment pour la personne? Elle est assouvie, on se fait confiance entièrement, donc on se dit tout, ou on se fait confiance entièrement, donc j'ai pas besoin de tout dire. C'est un petit détail, mais qui peut tout changer. La PNL, je trouve, c'est pas pour voilà, lancer des éloges, mais c'est quand même un outil phénoménal pour être conscient, en fait, euh, quoi, quand, comment, pourquoi. Marie l'a dit avant, se poser la question pourquoi, mais rien que pourquoi. C'est magnifique ce mot. On peut avoir deux significations différentes et arriver à deux chemins complètement différents. Pourquoi? À cause de quoi? Croyance. Pourquoi? Pourquoi faire? Dans quel but? Et là, tout d'un coup, la réponse de la personne, elle est totalement différente. Et ce qu'elle va en faire aussi. Le pourquoi, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, on reste un peu dans ce passé que notre cerveau, ben voilà, hein, il est habitué à le faire. Mais pourquoi faire? Ça nous force un peu à projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces éléments passés dans le futur de notre cerveau? Donc voilà. Donc, l'idée de pouvoir construire le futur plutôt que de le subir. Totalement, totalement. Alors, Oui, bah, à nouveau, avec la question des valeurs, c'est finalement, quel est l'avantage pour moi de rester dans cette situation que je conscientise déjà comme étant pas très bonne pour moi, sinon je ne me poserais pas la question, en fait, tout simplement. Et certaines personnes nous diront, oui, mais vous vous torturez le cerveau pour rien. Moi, je suis comme ça et je cherche rien, en fait, hein. Donc, bah, j'ai tant pas besoin de mieux. ces réponses. Mais déjà, rien que ça, la personne n'est-elle pas en train de se poser la question du pourquoi? Mhm. Mais on a dans notre entourage tous, probablement, hein, des personnes qui se disent finalement, OK, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de découvrir ces techniques? Et moi, je suis bien comme ça. J'ai envie de dire, vive heureux les simples d'esprit, mais à partir du moment où on se pose des questions, la PNL peut être un bel outil pour y répondre. Merci Diana pour la réponse. Je pars du principe, j'aime bien un peu démystifier, dédiaboliser les choses. Enfin, si on est bien avec comment on vit, si on est bien avec même ce qu'on appelle des croyances limitantes ou des défauts, peu importe, du moment qu'on est bien avec ce qu'on est, ce qu'on vit, bon te fasse. Du moment qu'on ne répercute pas négativement sur les gens autour de nous, bon le Bien fasse. sûr. Il n'y a pas de dogme à suivre, il n'y a pas de une seule et unique solution. Donc. Mais la PNL a quand même l'aptitude de s'adapter à chacun, donc c'est quand même pratique. Oui, oui. Alors, pour les gens, il y a des gens qui peut-être n'étaient pas là au début et qui sont là maintenant en direct. Si jamais vous voulez poser des questions ou d'autres choses, je vous laisse mettre juste un commentaire alors sur Facebook ou ailleurs. Alors, peut-être qu'on pourra y répondre si on le voit tout de suite. Autrement, je vois que je suis en train de me tromper sur la technique. Donc peut-être on le verra tout de suite, on y répondra tout de suite. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur la page Facebook de l'école, normalement il y a un lien pour nous rejoindre, aussi sur LinkedIn, si vous êtes arrivé à travers LinkedIn, il devrait y avoir un lien pour rejoindre le Zoom et vous avez le droit de rejoindre le Zoom, hein. Le but, c'est de participer à la discussion pour construire, pour poser des questions, pour pouvoir avancer, pour mieux comprendre certains des outils, entre autres que notre école partage. Hein. Prochainement, ce sera les cours sur l'hypnose. Donc, l'hypnose, on va aussi aller explorer l'inconscient. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie de notre cerveau dont on n'est pas
totalement conscient. Je ne vais pas dire qu'on est inconscient, mais on n'est pas totalement conscient plutôt. Hein. Et puis, comment changer peut-être en profondeur, rapidement, des façons de fonctionner qu'on a qui ne sont pas utiles pour nous ou qui ne sont plus utiles. Elles ont peut-être été à une époque, mais elles ne sont plus. Ou renforcer, parce qu'on peut aussi voir dans ce sens-là, hein, c'est renforcer des choses qui fonctionnent déjà bien pour nous et qui nous permettent d'aller encore plus loin. Hein. Souvent, l'hypnose ou la PNL sont vues comme des thérapies, alors qu'en fait, pas du tout. Alors oui, on peut l'utiliser au niveau thérapeutique, et il y a en même temps le côté d'améliorer simplement déjà où j'en suis. Hein, je pense que c'est important de se rendre compte de ça. C'est pas juste ah, je suis cassé, ça marche pas, il faut que je trouve le moyen de me réparer. Non, c'est que même en fonctionnant bien, ben, prenons une Formule 1. Une Formule 1, si elle ne s'arrête pas au stand, au bout d'un moment, ça va plus fonctionner. Donc, ils rajoutent alors, bien sûr de l'essence, mais ils changent les roues, ils mettent de la graisse, etc. Ils en prennent soin, hein, on entretient son véhicule. Donc, votre véhicule, c'est votre corps. Votre véhicule, c'est aussi votre cerveau. Il faut l'entretenir, il faut le nettoyer. D'ailleurs, pendant le sommeil, hein, c'est marrant parce qu'il y a des connexions dans le cerveau qui sont nettoyées. Il y a un enzyme qui est pendant le sommeil qui est là, qui grignote tout ce qu'on n'a plus besoin. Et puis, il y a un autre qui renforce ce qui a bien fonctionné dans la journée. Donc, notre cerveau le fait, on peut encore l'aider à le faire mieux. Hein, c'est lui donner la bonne nourriture. On dit manger sainement, mais aussi nourrissez votre mental sainement. Hein. Avec quoi vous le nourrissez? Donc, avec les bons outils. Et aussi apprendre comment on peut mieux le nourrir, de quel genre de pensée, comment ça fonctionne. Et ça, je pense que c'est des choses que, comme l'a dit Diana, on n'en a pas besoin si on est déjà heureux, mais en même temps, c'est vachement utile. Hein. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui. Je trouve important surtout de se rappeler, chose qu'on a avec difficulté à faire, parce qu'on joue un peu au jeu de la dissociation. Pour nous, on est dans notre tête, dans notre esprit, ce qu'on croit, c'est vrai. Il y a un peu aussi cette notion de fais confiance à ton instinct, on est les seuls à savoir ce qu'on veut, etc. C'est difficile parfois de faire preuve d'humilité et de se dire que tout ce qu'on croit n'est pas forcément vrai. Par contre, tout ce qu'on veut croire le devient. C'est un peu la nuance, le paradoxe, mais c'est vrai qu'une pensée qui vient de ma tête, ce n'est pas forcément la vérité. Et c'est à ça que ça sert aussi de vérifier, hein, le préjugé que j'ai. D'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'il m'est utile finalement? Est-ce qu'il est vrai? Parce que c'est pas parce que ça vient de moi que j'y crois sincèrement que c'est le cas. Et c'est intéressant de le savoir parce que finalement, pourquoi c'est important? Parce que ce que je prends la peine de continuer à croire, ça va vraiment se matérialiser. Et ça va vraiment produire en moi la chimie qui correspond à cette réalité-là. Et voilà par rapport aux préjugés, justement. Je voulais rajouter cette petite parenthèse. Oui, et en revenant sur les besoins et le pourquoi on utiliserait cette connaissance supplémentaire de se créer des moyens de pouvoir effectivement à la fois comprendre comment fonctionnent nos systèmes cérébraux, comment fonctionnent nos réflexions, comment s'installent dans notre mémoire ou nos mémoires, puisqu'il y a plusieurs formes de mémoire, hein, les informations et comment on peut rajouter des apprentissages. Il y a d'ailleurs un stage qui est proposé, qui est apprendre à apprendre. Easy Learn, c'est destiné à tous et plus particulièrement évidemment à ceux qui commencent des études, mais c'est quelque chose qui devrait être fait dans les écoles dès le départ parce que ce sont aussi des techniques de programmation neurolinguistique qu'on enseigne hein, durant ce stage Apprendre à apprendre. Et c'est juste une journée d'apprentissage. Et même, ça peut être présenté de façon très, très raccourcie. Je l'ai fait dans une école en 1 heure de temps, cette présentation, en donnant ensuite du matériel aux élèves qui sont des jeunes apprentis pour pouvoir utiliser les techniques et les moyens de mieux apprendre, de mieux mémoriser. Et du coup, d'arrêter de se dire, comme j'entendais une élève dans cette classe dire, moi, de toute façon, dès qu'il y a un travail écrit, je suis nulle et puis je comprends rien. Et en même temps, quand je lui ai demandé ses notes, elle a parfaitement sa moyenne, hein, mais elle est tellement stressée et elle a été enfant dyslexique. Ça ne veut pas dire que ça a empêché probablement certains apprentissages quand elle était enfant, mais ça a surtout renforcé sa croyance qu'elle était nulle.
Et du coup, si elle avait appris ces outils, et elle le disait, si j'avais appris ces outils déjà quand j'étais petite, eh ben, je ne me serais pas pris la tête comme ça. Et effectivement, apprendre quelque chose de nouveau, c'est utile dans tous les domaines de vie. Et apprendre à apprendre, c'est déjà une base qui nous permet de peut-être éviter certaines croyances limitantes, mais tellement limitantes que pour cette élève, elle se crée des stress immenses, elle met du temps à pouvoir commencer son travail. Elle avait trouvé d'elle-même quelques moyens de pouvoir se remettre en concentration, mais en général, sur 1 heure de travail, il lui faut un quart d'heure pour pouvoir se remettre en concentration avant de pouvoir commencer à trouver des réponses. Depuis qu'elle a appris ces techniques, en 1 minute sur le pas de la porte le jour d'un travail écrit, elle entre dans la classe et elle est opérationnelle. Mhm. Donc là, clairement, les outils PNL, genre l'ancrage, ce genre de choses Oui. qui fonctionnent extrêmement bien. Et puis, pour reprendre, hein, une personne qui a un challenge comme la dyslexie, c'est pas, ça n'a rien à voir avec sa valeur, hein, c'est deux choses totalement séparées. Et puis aussi, on peut le séparer, et c'est séparé. On voit des personnes qui ont extrêmement bien réussi, hein, donc qui ont, on pourrait dire, beaucoup de valeur. Richard Branson était dyslexique, Elon Musk est dyslexique. J'aime bien aussi un monsieur, c'est Jim Quick. Jim Quick, c'est un spécialiste de la mémoire. C'est maintenant lui qui enseigne à des grands acteurs la mémorisation de leurs textes. Et lui, il était extrêmement nul, mais du coup, il a appris les outils. Et en fait, juste avec les outils, il est bien meilleur maintenant que la plupart des gens. Donc, c'est avec des bons outils qu'on fait des belles choses. Dans l'exemple des deux frères jumeaux, tu parlais Oui. du jardinier. Hein. Si le jardinier a des mauvais outils, le jardin, alors, il va peut-être être tout aussi beau, mais ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour faire son beau jardin que s'il a des outils qui sont pratiques, utilisables, ergonomiques, etc. Donc, on est dans l'utilisation d'outils, en fait. Superbe. Oui. On arrive déjà bientôt à 1 heure de partage. Hein, c'est passé extrêmement vite. Je pense on va laisser, on va dire, laisser l'antenne, on peut dire ça comme ça. Oui. On va vous rendre l'antenne, Cognac G. On va rendre l'antenne pour les gens qui nous regardent. Si vous avez des questions, alors bien sûr que vous regardiez maintenant en direct ou en différé, posez, mettez des commentaires, posez des questions. Aussi, donnez-nous votre avis plutôt sur le partage qu'on a fait. Si vous avez des sujets auxquels vous aimeriez que l'on parle, hein, par exemple, peut-être qu'un sujet sur l'apprentissage ou la facilitation de l'apprentissage pourrait être extrêmement intéressant, surtout que le mois prochain, il y a bientôt les examens dans les écoles. Oui. Donc, moi, je vous propose qu'on fixe déjà le sujet de la prochaine fois. Mais bien sûr, s'il y a des auditeurs qui ont envie qu'on parle de certaines choses, envoyez-nous un message, prenez contact avec nous, hein, soit avec Marie, soit avec Diana, soit avec moi-même, soit avec Grégory. Vous pouvez utiliser la page, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn et autres. Vous nous trouverez facilement pour poser des questions ou nous suggérer certaines choses. Vous faire des demandes parce que si vous êtes intéressé par nos formations, on envoie un dossier également avec beaucoup de détails sur le programme, sur qui nous sommes, sur notre philosophie. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à demander, c'est sans engagement évidemment et ça ouvrira votre pourquoi à nos réponses. Oui, oui, donc si vous avez une question sur le cursus de l'école ou sur l'hypnose ou sur la PNL ou sur l'apprentissage ou d'autres sujets du développement personnel, hein, Marie, Diana, comme moi-même, on est tombé dans la marmite, hein, comme Obélix, Marie l'a dit tout à l'heure, et c'est parce que, on aime ça, on s'est rendu compte que c'était extrêmement utile pour nous, mais surtout qu'on pouvait vous aider, vous, à améliorer votre vie, à la transformer. Alors, j'aime pas le terme améliorer, c'est une nouvelle chose que je me suis rendu compte, c'est que c'est le terme utilisé, améliore ta vie, etc., etc. Et je me suis fait une réflexion, en fait, dans améliorer, il y a un jugement de valeur. C'est que j'étais pas bien avant? Non, j'étais déjà quelqu'un de bien avant. Alors, je me transforme, hein, plutôt que je m'améliore. Et moi, j'aime beaucoup le mot transformer en 2 mots. Puisque nous travaillons avec l'hypnose étant une forme de transe, on va pouvoir se transformer.
Superbe, joli. On va garder ça pour la fin, pour aujourd'hui. On se retrouve. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, contactez-nous. Et ensuite, si vous voulez nous retrouver à notre prochaine conférence participative, c'est le premier samedi du mois à 9 heures. On a fixé une nouvelle heure, du coup, c'est 9h17. Rejoignez-nous à 9h17 tous les premiers samedis du mois pour notre conférence participative. À tout bientôt. Au À tout revoir. bientôt. Au revoir Au à revoir. tous. Merci de votre Bonne écoute. journée.